Une puissante explosion de rayons gamma d'une demi-seconde seulement a eu lieu, et elle a libéré une énorme quantité d'énergie. C'était plus que notre Soleil pourrait produire en 10 milliards d'années. Ce bref flash a illuminé tout le ciel. Ensuite, une lueur beaucoup plus douce et plus durable est venue le remplacer. Les astronomes ont examiné ce phénomène à l'aide de rayons X, d'ondes gamma, d'ondes optiques et d'ondes infrarouges. Il s'est avéré que l'on avait vu un magnétar qui venait de naître pour la toute première fois. Il s'est probablement formé après la fusion de deux étoiles à neutrons. Cette fusion a donné lieu à une kilonova, l'une des plus brillantes et des plus grandes explosions stellaires. Sa lumière a finalement atteint notre planète le 22 mai 2020. Imagine une énorme étoile, au moins 5 fois la masse de notre Soleil, qui arrive à la fin de sa vie. Cela peut être dû au fait qu'elle n'a plus de combustible nucléaire. Si c'est le cas, l'étoile commence à se refroidir. La pression à l'intérieur chute et la gravité commence à se resserrer vers l'intérieur. Et soudain, plus d'1 million de fois la masse de notre planète s'effondre en 15 secondes. Cela se produit si rapidement qu'une énorme onde de choc fait exploser la partie extérieure de l'étoile. Cela produit un éclat de lumière aveuglant. Cette puissante explosion s'appelle une supernova. Ce qu'elle laisse derrière elle est un noyau incroyablement dense entouré d'un énorme nuage de gaz chaud appelé nébuleuse. Si l'étoile est suffisamment grosse, plus de 10 fois la taille de notre Soleil, elle se transformera probablement en un trou noir. Sinon, elle se transforme en une étoile à neutrons. Il s'agit en fait d'un noyau géant, c'est-à-dire la partie centrale d'un atome. Ces étoiles sont principalement composées de neutrons et leur taille dépasse rarement les 30 km de diamètre. À titre de comparaison, notre Soleil mesure près de 1,4 million de kilomètres de diamètre, soit 109 Terres mises côte à côte. Mais ne te laisse pas impressionner par cette taille relativement minuscule. Toute étoile à neutrons est au moins 1,5 fois plus lourde que notre Soleil et possède un champ magnétique très intense. Si tu devais prélever une seule cuillère à café de l'intérieur de cette étoile, cette matière pèserait plus d'1 milliard de tonnes. Cette densité est tellement forte que les étoiles à neutrons font partie des objets les plus énormes connus. Le prochain arrêt est un trou noir. Lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent, elles en créent le plus souvent une nouvelle, beaucoup plus lourde. En quelques millisecondes ou même en moins, cette étoile s'effondre en un trou noir. Mais les astronomes qui ont examiné le flash de lumière enregistré en Mars pensent qu'il pourrait y avoir une autre issue. Ils sont presque sûrs d'avoir vu quelque chose de jamais observé auparavant, la naissance d'un magnétar. C'est une forme rare d'étoile à neutrons avec un champ magnétique ultra fort. Il est 1000 billions de fois plus fort que celui de notre planète. Ce champ est également si puissant qu'il chauffe la surface de l'étoile jusqu'à 10 millions de degrés Celsius. En d'autres termes, les magnétars sont les aimants les plus puissants de l'univers. Leurs champs magnétiques peuvent sérieusement perturber le voisinage. Les atomes qui auraient la malchance de se trouver assez près d'une étoile de ce type seraient étirés en lignes fines comme des crayons. Si tu te retrouvais à plusieurs centaines de kilomètres d'un magnétar, eh bien, franchement, ça finirait mal pour toi. Le champ magnétique perturberait d'abord ta bioélectricité. Cela signifie que tes impulsions nerveuses ne fonctionneraient plus. Même tes molécules changeraient sous l'influence du champ de l'étoile. Au final, tu disparaîtrais presque entièrement. Si un magnétar volait à moins de 160 000 km de notre planète, il effacerait les données de toutes les cartes de crédit du monde. Cela fait plus de 400 ans qu'il n'y a pas eu de supernova dans la Voie lactée. Nous avons donc beaucoup de retard. Voici donc les étoiles les plus susceptibles de faire boum si ce n'est déjà fait. En tête de liste, l'étoile Eta Carinae de l'hémisphère sud. Les lettres grecques précédant le nom d'une constellation indiquent le niveau de brillance d'une étoile dans cette dernière. En 1677, Sir Edmund Halley a enregistré Eta Carinae comme la 7e étoile la plus brillante de la constellation du Carène. Eta étant la 7e lettre de l'alphabet grec. Elle n'était peut-être pas si brillante pour Sir Edmund et ses contemporains au XVIIe siècle, mais les études modernes estiment qu'elle est 5 millions de fois plus lumineuse que notre Soleil. La luminosité est un terme technique utilisé par les astronomes. Il ne signifie pas seulement brillance, mais fait référence à l'énergie totale libérée à toutes les fréquences. Et Eta Carinae libère 5 millions de fois plus d'énergie que le Soleil.
Véritable gros morceau de notre Voie lactée, Eta Carinae est 100 fois plus massive et 240 fois plus grande que notre Soleil nain jaune et blanc. De toute évidence, Eta Carinae est assez éloigné, environ 7500 années-lumière. Pourtant, même à une telle distance, si cette étoile devient hypernova, elle peut quand même avoir un impact sur la couche d'ozone de la Terre, perturber les communications par satellite et blesser les astronautes. 159 ans après l'observation de Halley, Eta Carinae a connu une explosion de type nova. Elle est passée de l'état d'étoile de faible luminosité à celui de la deuxième étoile la plus brillante visible depuis la Terre. Mais seulement pendant 27 ans. De 1836 à 1863, Eta Carinae était la deuxième étoile la plus brillante visible de chez nous après Sirius, l'étoile du chien, qui n'est qu'à 8 années-lumière. Depuis 1863, à part quelques poussées, Eta Carinae est revenue à sa luminosité d'origine, soit une magnitude de 4,5. Les astronomes pourraient nous présenter des excuses pour la nomenclature de la magnitude des étoiles. Plus une étoile, une planète ou une lune est brillante, plus sa magnitude est faible. Ainsi, les étoiles qui sont plus brillantes que la magnitude 1 sont soit de magnitude 0, soit de magnitude négative. La pleine lune, par exemple, a une magnitude de -13. Une étoile de magnitude 4,5, comme Eta Carinae, est assez peu visible depuis la Terre, mais tu la verrais clairement dans un ciel nocturne sans pollution lumineuse si tu vivais au sud de la latitude du Caire. 30 degrés de latitude nord est le point le plus au nord d'où l'on peut observer cette étoile. Mais Eta Carinae est actuellement en train de faire quelque chose. Elle brille de nouveau, et elle est même plus brillante qu'elle ne l'a jamais été depuis 1864. C'est une situation complexe. Eta Carinae est en réalité constituée de deux étoiles, Eta Carinae A et Eta Carinae B. Il y a une troisième étoile à proximité qui interagit également avec la dynamique de cette étoile double. Logiquement, elle s'appelle Eta Carinae C. Formée de deux globes de gaz hypermassifs qui se dilatent à 20 millions de km/h, Eta Carinae est sans aucun doute l'une des étoiles les plus étranges que tu puisses voir. Rappelle-toi qu'elle se situe à 7500 années-lumière de nous. Si quelque chose lui arrivait au cours des 7500 dernières années, comme une hypernova, nous ne le saurions même pas, car aucun des rayonnements électromagnétiques d'Eta Carinae ne serait encore parvenu jusqu'à nous. Les astronomes surveillent de près Eta Carinae, car elle pourrait devenir une hypernova à tout moment, ou peut-être l'a-t-elle déjà fait il y a 5000 ans. Dans ce cas, nous n'aurions plus qu'à attendre 2500 ans pour le découvrir. Parmi une liste de plus de 30 étoiles susceptibles de devenir des supernovas, Rho Cassiopeiae est le choix de nombreux astronomes. Rho étant la 17e lettre de l'alphabet grec, cela signifie que Rho Cassiopeiae est l'étoile ayant la 17e magnitude la plus brillante de la constellation de Cassiopée. Pourtant, c'est l'une des 7 seules étoiles hypergéantes jaunes connues dans la Voie lactée. Encore un gros morceau. Pour être visible à une magnitude de 4,5 à environ 10 000 années-lumière, ce doit être une très grosse étoile, une hypergéante. Placée là où se trouve le Soleil, elle engloberait l'orbite de Mars. Mais elle est encore jaune. Si elle était rouge, cela indiquerait une température de surface plus froide. Donc, aussi énorme soit-elle, Rho Cassiopeiae est toujours aussi chaude que notre Soleil, voire un peu plus. Cela ne peut signifier que deux choses. 1. Au plus profond de son noyau, Rho Cass fusionne des atomes bien plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium. Et 2. Elle produit beaucoup plus d'énergie qu'une étoile géante rouge. En 2000, Rho Cassiopeiae a fait une éruption massive. Elle s'est illuminée en éjectant 10 000 fois la masse de la Terre dans l'espace à 4 fois la vitesse du son. Les astronomes ont détecté la signature d'oxyde de titane dans cette éruption. Cela signifie que Rho Cassiopeiae est beaucoup plus proche qu'on ne pensait d'une supernova, voire d'une hypernova. Le fer se situe juste quelques échelons au-dessus du titane dans le tableau périodique des éléments. Quand le fer se forme, la fusion s'arrête et une étoile s'effondre. Rho Cassiopeiae en est donc proche, ou plutôt en était proche, car l'éruption observée en l'an 2000 s'est réellement produite 10 000 ans auparavant. De nombreux astronomes pensent que Rho Cassiopeiae est déjà devenue une hypernova, a formé un trou noir et n'existe même plus. De son côté, Bételgeuse a attiré l'attention sur elle il n'y a pas si longtemps. Elle s'est considérablement affaiblie et n'est plus qu'à 37% de sa luminosité habituelle. Se prépare-t-elle à devenir une supernova ?
Bételgeuse est de loin l'étoile la plus brillante de tout le ciel, en lumière infrarouge. Ce détail est important car il est lié au statut de Bételgeuse en tant que candidate à la supernova. Mais nous le verrons bientôt. Bételgeuse est également nommée Alpha Orionis, encore une désignation en lettres grecques. Nous devrions donc en conclure que Bételgeuse est l'étoile la plus brillante d'Orion, non? Faux, c'est la deuxième étoile la plus brillante de sa constellation. C'est Rigel, ou Beta Orionis, l'étoile la plus brillante d'Orion. Ceci est dû au fait que Bételgeuse est classée comme une étoile variable semi-régulière. Son cycle de pulsation d'environ 400 jours modifie sa luminosité d'environ une magnitude complète, la faisant passer de bien plus brillante qu'une étoile de magnitude 1 à proche d'une étoile de magnitude 2. Mais on n'a jamais observé une diminution de luminosité de Bételgeuse aussi rapide et radicale que récemment. De fin 2019 à mi-2020, Bételgeuse a traversé une période d'atténuation substantielle lors d'une éjection de masse. Les astronomes du monde entier ont sauté sur l'occasion et au cours de leurs investigations, ils ont trouvé de nouvelles données surprenantes sur Bételgeuse. Premièrement, Bételgeuse n'est pas aussi éloignée que nous le pensions. Elle se trouve en fait à 548 années-lumière, soit 25% plus proche que la distance mesurée avant. Deuxièmement, le diamètre de Bételgeuse a été réduit du même pourcentage. On sait donc qu'elle est 25% plus petite que ce que l'on croyait auparavant. La cause de cette atténuation spectaculaire a également été déterminée. Bételgeuse a éjecté un nuage de gaz contenant du magnésium qui a bloqué une grande partie de la lumière provenant de l'étoile, la faisant apparaître beaucoup moins brillante qu'elle ne l'était réellement. Le magnésium n'est même pas à mi-chemin du fer sur le tableau périodique, ce qui signifie que Bételgeuse n'est pas aussi proche de la supernova qu'on le croyait auparavant. Lorsque du fer commence à se former dans une étoile, cela signifie qu'elle est sur le point de mettre un terme à ses réactions de fusion. L'étape suivante est l'implosion, et nous n'en sommes pas encore là avec Bételgeuse. Cette étoile émet la majeure partie de son énergie sous forme de lumière infrarouge, ce qui indique que son noyau brûle encore probablement de l'hélium, et non quelque chose qui augmenterait considérablement sa chaleur, comme le carbone par exemple. Bételgeuse deviendra donc une supernova, mais pas avant 100 000 ans. On peut donc le rayer de notre liste des supernovas pour le moment. Quant à la manière de prononcer correctement Bételgeuse, tu peux le faire comme bon te semble. Tu peux même dire Bételgeuse si tu en as envie. La supernova 1987A a pris les astronomes par surprise lorsqu'elle a illuminé le grand nuage de Magellan, situé à plus de 100 000 années-lumière de la Voie lactée. C'est alors que l'attention s'est portée sur une étoile similaire, beaucoup plus proche de la Terre, Rigel de la constellation d'Orion. Pourrait-elle nous surprendre en devenant soudainement une supernova? Il existe un phénomène appelé le problème des supernovas. Il semble que les étoiles faisant plus de 17 fois la masse du Soleil ne se transforment pas toujours en supernova. Récemment, une géante rouge a tout simplement disparu sans passer par la case supernova. Ce phénomène s'était souvent produit dans des simulations informatiques de supernova, mais il a fini par se produire dans la vie réelle. Rigel fait 21 fois la masse du Soleil. Donc deviendra-t-elle une supernova ou disparaîtra-t-elle simplement dans le trou noir qu'elle créera en son cœur? Les astronomes et les physiciens poursuivent leurs recherches pour en apprendre davantage sur la dynamique des étoiles massives en scrutant le ciel à la recherche de la prochaine supernova qui se produira dans la Voie lactée. En attendant, nous pouvons être sûrs que la Terre n'est pas menacée par les effets des explosions de supernovas proches. Nous vivons dans un quartier stellaire plutôt calme, sauf pour les Martiens qui vivent à côté de nous. Sympa et ravi de présenter la première vidéo sur une ancienne carte du ciel d'une grande importance découverte récemment. Nous te présentons l'archéoastronomie. Cette carte, astucieusement cachée dans les étoiles de l'hémisphère sud, précède toutes celles qui ont été publiées par les explorateurs hollandais et anglais au XVIe et au XVIIe siècle. Figure-toi que tous les équipages d'expéditions de l'Empire espagnol au XVIe siècle s'en servaient pour se repérer en dessous de l'équateur. Elle indiquait aussi toutes les positions des ressources naturelles dans le Nouveau Monde. S'il y avait un document top secret à l'époque, c'était bien celui-là. Lorsqu'il se trouvait au nord de l'équateur, les équipages utilisaient l'étoile du Nord pour se repérer. Située presque au-dessus du pôle Nord, l'étoile du Nord, appelée étoile polaire, est la seule étoile qui reste immobile dans le ciel malgré la rotation terrestre.
Les chronophotographies pointées sur l'étoile du Nord montrent les traînées des étoiles circumpolaires, mais l'étoile polaire reste virtuellement au même endroit. Au nord de l'équateur terrestre, l'étoile polaire est un indicateur du nord. La hauteur ou l'altitude de l'étoile polaire par rapport au niveau de la mer indique notre latitude par rapport à l'équateur. L'étoile polaire n'est pourtant pas visible au sud de l'équateur. Il n'existe aucune étoile du pôle sud. Au fur et à mesure que les embarcations espagnoles s'approchaient de l'équateur en direction du sud, l'étoile polaire disparaissait peu à peu derrière la poupe. Les navigateurs espagnols et portugais ont bien vite compris que l'étoile polaire allait disparaître à l'horizon et qu'elle ne pouvait plus leur servir de guide. L'angoisse de naviguer dans des eaux inconnues sans point de repère a commencé à monter. C'est alors qu'ils ont identifié la première constellation de la carte du ciel secrète de l'hémisphère sud, Crux, la Croix du Sud. Cette constellation lumineuse, située en face de la proue des navires, est devenue l'indicateur du sud. La constellation Crux est représentée dans plusieurs drapeaux de pays de l'hémisphère sud, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Samoa et la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le Pacifique Sud, et dans le drapeau du Brésil dans l'Atlantique Sud. Comme nous le verrons plus loin, ces positions géographiques très différentes sont la clé pour distinguer les incohérences entre les constellations modernes et cette carte du ciel secrète. La deuxième constellation créée par les équipages est reportée sur la carte du ciel secrète et tout aussi utile que Crux, mais beaucoup plus petite et moins lumineuse. La constellation Musca, la mouche, n'est composée que de petites étoiles peu lumineuses et a été très utile pour les matelots, au moins aussi utile que la Croix du Sud. L'hémisphère céleste du Sud est beaucoup plus riche en étoiles que l'hémisphère céleste nord. Le ciel de l'hémisphère sud est vraiment plein d'étoiles. Ceci s'explique par le fait que le Soleil est situé en quelque sorte au-dessus du disque de la Voie lactée. Quand les personnes qui vivent dans l'hémisphère nord regardent le ciel, elles voient ce qui est en dehors de la Voie lactée. Les personnes de l'hémisphère sud voient le centre de la galaxie et donc beaucoup plus d'étoiles, de nébuleuses planétaires et le grand et le petit nuage de Magellan qui sont les galaxies voisines de la Voie lactée. C'est pour cela que l'astronomie de l'hémisphère sud vante les télescopes les plus performants et les observatoires les plus équipés. Il y a beaucoup plus de choses à voir de l'intérieur. Mais alors, pourquoi est-ce que, parmi la multitude d'étoiles du ciel de l'hémisphère sud, Musca est-elle une constellation si importante? Pourquoi a-t-elle été placée juste en dessous de la Croix du Sud? Parce que quand on voit une mouche sur un navire, c'est un très bon signe. Ça signifie que la Terre est proche. Et quand on arrive d'Espagne, on n'a qu'une hâte, c'est de voir la Terre. La constellation suivante dessinée sur la carte du ciel secrète se situe à bâbord du navire. Si on navigue vers le sud, le bâbord, ou le côté gauche, se situe vers l'est, en direction de l'archipel d'îles situé au large des côtes du Brésil. La troisième constellation est encore une constellation petite et peu lumineuse, le Caméléon. Caméléon était un code secret utilisé dans les expéditions. Cela signifiait « ne va pas là-bas ». Enfin si, vas-y si tu y tiens, mais tu ne mangeras au dîner que des caméléons. Il n'y a pas beaucoup d'autres ressources dans le coin. La constellation du Caméléon indique donc un endroit où on ne doit pas aller. Ne te fais pas avoir par ces îles. La Terre y est stérile. À tribord toutes. C'est par là le continent. Un autre sens interdit plus à l'est de Caméléon, c'est volant, le poisson volant. Par là non plus, il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Maintiens le cap vers le sud-ouest. Maintenant qu'on longe la côte, on peut commencer à superposer la carte du ciel secrète à la carte de l'Amérique du Sud. On remarque tout de suite que quelque chose cloche. La constellation Apus, l'oiseau de paradis. L'oiseau de paradis n'a pas grand-chose à voir avec l'Amérique du Sud. Il est originaire des îles du Pacifique Sud. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre exploration de l'Amérique du Sud, en suivant cette carte créée par les navigateurs espagnols et portugais, nous allons voir que de nombreux oiseaux sont désignés dans différents emplacements. Apus est donc volontairement situé au-dessus de l'Amérique du Sud pour donner l'image d'un oiseau particulièrement beau et non pas pour désigner un oiseau de paradis en tant que tel. Il se peut que les marins aient aperçu un cotinga cordon bleu, une mérulax de Stresemann, n'importe quel autre perroquet coloré, ou bien, plus probablement, un quetzal brillant que l'on trouve au Venezuela et en Guyane. Dans tous les cas, Apus indique un oiseau vivant dans la forêt. Une ressource naturelle de grande valeur pour l'Empire espagnol. En naviguant entre le Caméléon et Apus, les navires espagnols longeaient la côte du grand continent d'Amérique du Sud.
Passé l'embouchure de l'Amazone, qui n'avait pas de nom à l'époque, les navigateurs aperçoivent Idrus, l'hydre mâle, qui dénote clairement les ressources hydriques de l'Amazone. Le cap Branco, ou Cabo Branco en portugais, indique le point le plus à l'est du continent sud-américain. C'est là qu'on rencontre Dorado, l'espadon, qui est à la fois une constellation et un plat raffiné au menu des meilleurs restaurants portugais. Le dorado est une ressource marine importante, plus appétissante que les caméléons et les poissons volants ou la viande salée à bord des navires. Le toucan est un autre oiseau de la carte du ciel que nous rencontrons en longeant la côte vers le sud, en suivant ce que l'on appelle aujourd'hui le courant du Brésil. La présence de toucana à cet emplacement, plus ou moins à la hauteur de l'Argentine, indique la présence de fruits et noix. La constellation suivante est celle du phénix, oiseau immortel de la mythologie classique. Il renaît de ses propres cendres. Nos marins ont navigué plus au sud que n'importe quel Européen avant eux. Ils pensaient atteindre l'île des Épices, à côté de l'Inde, mais ils sont sur la mauvaise trajectoire. Les paysages sont maintenant effrayants. Tierra del Fuego, la terre de feu parsemée de volcans qui crachent de la lave. Des aurores jamais vues éclairent le ciel de rideaux rouges, verts et bleus. Les courants sont devenus froids. Les navires traversent difficilement le détroit de Magellan, la porte du Pacifique. La constellation du Phénix représente l'entrée des navigateurs dans le Pacifique et le tant attendu retour vers le nord. On s'éloigne enfin de la Terre de Feu. C'est ici que toutes les cartes du ciel depuis 1603 situent Grus, la constellation de la grue. Mais Grus n'est pas vraiment une grue. Ces oiseaux ne vivent pas en Amérique du Sud. Il est temps de résoudre le mystère sur ces noms qui portent à confusion. Apus n'est pas un oiseau de paradis. Grus n'est pas une grue. Et nous verrons que Pavot n'est pas un paon. Toutes ces constellations ont été cartographiées par le cartographe hollandais Petrus Plancius, 1552-1622, celui qui dessine les cartes, en se basant sur les observations célestes d'un certain Peter Kaiser depuis l'île de Madagascar. Le Madagascar a été découvert par une expédition portugaise composée de 13 navires en 1500. Depuis, les navires portugais s'y sont rendus régulièrement. Il semblerait que Peter Kaiser ait été en contact avec un marin portugais qui lui aurait indiqué toutes les constellations de l'hémisphère sud, qui avaient été repérées par les marins espagnols et portugais durant les expéditions espagnoles autour de l'Amérique du Sud, notre carte du ciel secrète. Il n'existe pas de preuve à cette version des faits, mais cela expliquerait la confusion des constellations qui seraient de vrais oiseaux originaires d'Amérique du Sud, comme dans notre carte secrète, et non pas des oiseaux des Indes orientales, comme dans toutes les cartes du ciel moderne. Grus n'est pas une grue, c'est un flamant rose. Les flamants roses vivent au Chili. Les marins qui ont logé la côte ouest de l'Amérique du Sud ont vu des flamands. Cette même constellation, que l'on appelle aujourd'hui Grus, s'appelait Phenicopterus au début du XVIIe siècle. Phenicopterus signifie flamand en latin. Grus est un flamand. Une erreur semblable a été faite avec la constellation Pavot, le paon dans les cartes modernes. Pavot signifie paon en latin. Mais il n'y a pas de paon en Amérique du Sud. Ils sont originaires du Pacifique Sud. Cependant, le mot pavot signifie dinde en espagnol. Et oui, les dindes existent en Espagne. Mais voilà, dinde en portugais se dit Pérou. L'un des oiseaux les plus connus du Pérou est le condor, qui est l'oiseau volant le plus grand du monde. La constellation de Pavot est un condor, qui ressemble plus à une dinde qu'à un paon. La présence de condors indique la présence de gibier. Nous sommes à présent au niveau de l'équateur, après avoir longé la côte ouest de l'Amérique du Sud, et voici la constellation Indus, le fleuve qui mène vers l'Inde. Le courant équatorial sud nous emmène jusqu'ici à travers le Pacifique. C'est tout pour la carte du ciel secrète. Ah, et n'oublie pas de stocker des limes à Lima. La traversée du Pacifique est longue, et les limeys, les marins, doivent consommer de la vitamine C pour rester en forme.